20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Reprise partielle du trafic assuré par les bus Dakar Dem Dikk. Les axes routiers tels que Grand Yoff et les deux voies de Sacré-Cœur toujours boycottés par la Société nationale de transport. Un boycott motivé par des raisons sécuritaires au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont débouché sur le caillassage de 5 bus de la Société des transports. Marche des populations de Médina Findifé. Elle réclame l'autorisation d'occuper une partie de la forêt classée de la localité, l'électricité et l'installation de ralentisseurs sur l'axe Diendé-Kolda pour prévenir les accidents parmi leurs doléances. Hors de chez nous, la CPI ordonne la relaxe immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après 7 ans d'emprisonnement, un verdict qui n'étonne pas Maître Assane Dioma Ndiaye. Selon le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, les preuves présentées par les victimes ont toujours été insuffisantes. Et puis l'invité du 20h, il s'agit du colonel Dr Alioune John, directeur des systèmes informatiques douaniers. Le prétexte, la 3e édition de la journée de la douane avec pour thème plein feu sur la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur prévu ce jeudi 17 janvier. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Conséquence des échauffourées entre partisans de Khalifa Sall et forces de l'ordre. Dakar Dem Dikk suspend le fonctionnement de son réseau urbain et en banlieue. Une suspension qui d'ailleurs a été levée ce matin à 10h. Les précisions du directeur général de Dakar Dem Dikk au micro de Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. C'est malheureux de le dire. Quand les bus manquent, les gens manifestent pour réclamer à l'état des bus. Quand il y en a certains, pour des raisons personnelles et raisons politiciennes, se permettent d'en priver d'autres. Et je pense qu'il est temps que les Sénégalais eux-mêmes soient les premiers gardiens des bus. Hier, des gens ont été arrêtés en flagrant délit. Ce n'est pas sur dénonciation, mais sur le champ, filmés en train de caillasser. Ils ont même poursuivi nos employés pour récupérer les films. C'est à ce moment-là qu'ils ont été neutralisés. Les gens qui ont été arrêtés sur le champ. Alors que par le passé, c'est sur dénonciation, sur enquête qu'on allait les prendre. Mais tous ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit, en train de casser, de toucher, de vouloir brûler un bus. Mais nous allons poursuivre ces mesures. Et comme vous venez de l'entendre, Dakar Dem Dikk a donc levé ce mardi la suspension de son réseau. Toutefois, certains axes routiers tels que Grand Yoff ou encore les deux voies de Sacré-Cœur ne seront pas desservis par les bus jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise et motivée par des raisons sécuritaires. Le sujet est toujours signé Cheikh Diop. Après des moments d'attente sans succès parfois, enfin, ces bus arrivent. La société Dakar Dem Dikk avait suspendu l'ensemble de son réseau urbain et de la banlieue depuis hier à 18h. Ce mardi, dans la matinée, les bus de Dakar Dem Dikk sont en circulation sur certains axes, au moment où d'autres sont déviés. Derrière moi, ma grande surprise, là, j'attendais pas le bus, il arrive. Bon, peut-être ils ont évalué la situation. Entre-temps, ils ont vu que peut-être l'insécurité qui avait voulu qu'il ne circule pas, peut-être cette insécurité a été levée. Cette suspension a causé beaucoup de désagréments aux usagers, une situation que déplorent ses clients. C'est un manque qu'on remarque et puis voilà, ça a pénalisé beaucoup de personnes déjà parce qu'il y a des gens qui devaient rentrer de travail, rentrer chez eux. C'est pénalisant. J'ai pris le clando de Dieppe jusqu'au rond-point de G2 pour prendre là-bas un car. C'est le retarder les gens. Retarder les gens ont leurs problèmes à régler, mais ils ne peuvent pas le faire à cause de l'arrêt du réseau. Conscient de l'importance des navettes qu'assure Dakar Dem Dikk, ses clients demandent au respect de ce bien qui appartient à tous. S'il n'y a pas assez de bus, les attentes, les queues aux arrêts vont être longues, les attentes vont être longues. Les gens ne doivent pas casser les bus parce que c'est pour nous. Une sensibilisation par rapport à ça et puis d'essayer d'arrêter de faire ce genre de trucs parce que c'est nuisant aussi bien pour nous que pour eux. Les gens doivent arrêter de casser les bus. Dakar Dem Dikk veut gagner la bataille du transport public. Cette même société devra réussir aussi une communication sur un bien d'utilité publique.
Les assurances du chef de l'État, Macky Sall, de recaser immédiatement et d'indemniser les impactés du train express régional sont bien accueillis par les concernés. Ils espèrent la matérialisation des promesses dans les plus brefs délais. Les propos de Makoto Fall, le président du collectif national des impactés du TER, sont recueillis par Salisso et Asmalik Diop. Donc, le président de la République a rectifié en commission de conciliation. Ils nous ont donné jusqu'à satisfaction des papes. L'autre problème, il n'y avait pas de site de recasement. Maintenant, les sites de recasement sont disponibles. Il y a deux semaines de cela, on a commencé à terrasser les sites de recasement. Donc, c'était un acquis aussi. Donc, présentement, là où nous sommes, franchement, nous sommes satisfaits. Bien vrai qu'il reste peu de choses à faire. Ce qui reste, c'est le suivi. Le suivi, d'ailleurs, le préfet a installé, a mis en place un comité de suivi, donc présidé par le préfet. Donc, pour les sites de recasement, pour les autres problèmes, les autres doléances des autres peuples restantes en paiement. Donc, ça sera résolu bientôt. Oui, je dis que c'est un appel que je lance à toutes les populations de la banlieue. Que le projet TER, c'est un bon projet, c'est un projet structurant, où il y a des retombées du TER. Les retombées, c'est les emplois pour les jeunes. Les retombées, c'est quoi? C'est les infrastructures pour les localités. Donc il faut en profiter pour avoir le maximum d'avantages pour nous qui habitons ici depuis fort longtemps. Allez à présent, destination, la cité Taoufir Yakar, c'est dans la commune de Tivaouane Peulh. Sur place, les recasés des inondations de la banlieue étalent leurs difficultés, des difficultés liées notamment au manque d'infrastructures et à l'absence d'appui aux démunis. En réunion d'information, ils invitent le chef de l'État au respect de ses engagements. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb ont recueilli leurs impressions. Reportage. Recasés à la cité Taoufir Yakar au nord de la commune de Tivaouane Peulh Niague, les victimes des inondations de la banlieue manquent de tout dans leur nouvelle localité. En réunion publique d'information, elles ont étalé les maux auxquels elles sont confrontées. Nos braves femmes font toujours des kilomètres pour faire le marché. Nos enfants font des kilomètres pour aller étudier ailleurs dans les autres CM ou lycées. Les cars d'Emdik ne peuvent pas accéder aux cités par manque de routes carrossables. Les sentiers qui sont disponibles sont étroits, sablonneux et tortueux, d'où l'enclavement total de la cité. L'obscurité et la pénombre nous envahissent la nuit. Pourtant, l'installation du réseau électrique existe dans la localité. Malgré la pauvreté qui sévit dans la zone, ces populations disent n'avoir pas bénéficié des différents financements et appuis aux personnes démunies. On doit faire des kilomètres, parce que d'ici Tivaouane Peulh, il fait des kilomètres. Si nous voulons apprendre, nous parcourons des kilomètres pour aller jusqu'à Tivaouane Peulh apprendre. D'autres vont jusqu'à Kermassar, d'autres vont jusqu'à Apix. Une chose qui n'est pas normale, parce que nous habitons ici, nous avons droit à un lycée. Ici, il y a aussi un problème d'insécurité, parce que les rues ne sont pas sécurisées. Il n'y a pas de lumière, rien du tout. On nous a amenés ici, c'est comme si on nous a amenés ici, on nous a oubliés. On ne donne rien. Secoués par ce manque d'infrastructures et cette précarité, ces habitants de Taoufir Yakar interpellent les autorités sur leur situation. Au-delà d'un mémorandum remis au chef de l'État, il n'exclut pas de mener d'autres actions pour contraindre l'État à s'investir dans la zone. Allez, actualité politique à présent. Lendemain d'affrontements entre partisans de Khalifa Sall et les forces de l'ordre à Sacré-Cœur, le siège de Tahaou Dakar touché par des projectiles dans un état déploré par le collectif des membres de l'opposition, le C25. Idrissa Seck et Malick Gakou, après visite du siège ce matin, appellent à l'unité pour le triomphe de la démocratie et leurs propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Nous sommes venus dans le cadre du C25 exprimer notre solidarité après nous être indignés de cette brutalité policière, de cette violence physique qui n'est que le prolongement de la violence judiciaire, législative, administrative, technologique que le pouvoir entend utiliser pour écarter
des candidats à l'élection présidentielle de 2019. C'est donc le prolongement d'un plan qui appelle une réponse solidaire, unitaire de l'ensemble de l'opposition pour faire échec à la volonté du président sortant de se maintenir au pouvoir contre le gré des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, les forces vives de la nation, l'opposition, le C25, nous devons prouver à Macky Sall que le Sénégal ne lui appartient pas. Et avec la même détermination, sinon même plus, nous allons lui prouver avec les forces vives de la nation et le peuple sénégalais que nous allons faire face afin que triomphent les libertés et la démocratie dans notre pays. L'invalidation de nombreuses candidatures au sein de l'opposition, objet de polémique au sein de la classe politique. L'analyste politique Yoro Dia conseille à l'opposition d'unir ses forces. Selon lui, impossible pour cette opposition d'empêcher la tenue d'élections au Sénégal. Par conséquent, la stratégie à adapter demeure l'union des forces pour tenter de barrer la route au président en exercice. Nous l'écoutons dans ce reportage signé à Bufaï. 5 candidats provisoirement admis pour la présidentielle de 2019. La décision du Conseil constitutionnel laisse des soupçons selon l'analyste politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation incroyable où chaque fois qu'il y a une décision de justice, cette décision de justice est frappée d'une suspicion. Et ce qui est plus grave à mon avis, c'est que cette suspicion est légitime. Parce que le Conseil constitutionnel, au lieu d'arbitrer suivant des grands principes et des grandes vertus, le Conseil constitutionnel se contente souvent de service minimum en constatant les rapports de force politique sur le terrain et en leur donnant une sorte de caution légale. Yoro Dia va plus loin et affirme que l'opposition de 2012 avait réussi à convaincre le peuple sénégalais que Wade avait un projet monarchique. Wade voulait donner le pouvoir à son fils. Sans bavure, les Sénégalais ont mis fin au contrat à durée déterminée de Wade. Et c'est là où je pense que l'actuelle opposition est tombée dans le piège de Macky Sall depuis très longtemps. Un piège qui cache beaucoup d'enseignements vu la composition de l'opposition. Aujourd'hui, on a une opposition de qualité. On a une opposition d'anciens premiers ministres, Idriss Seck, Abdou Mbaye, on a une opposition, Agibou Soumaré, une opposition de ministres d'État. À quelques jours de la présidentielle, on aurait dû avoir des débats sérieux sur des questions qui interpellent le Sénégal. Cependant, selon lui, l'opposition doit se concentrer sur le fichier électoral pour remporter la présidentielle. Ce qui est fondamental et important pour notre démocratie, c'est aujourd'hui, on a un fichier électoral qui fait 6 millions et quelques d'électeurs. Et à mon avis, c'est là où il y a enjeu. C'est là où l'opposition doit se battre. Et c'est là où le parti au pouvoir se bat pour convaincre les Sénégalais. Yoro Dia affirme que depuis 1983, tout le débat politique au Sénégal tourne autour des questions électorales à cause des dérives de l'État légal. Et puis certainement une première au Sénégal, une élection présidentielle sans les partis traditionnels que sont le PS et le PDS. Interrogé sur cette situation exceptionnelle, Abdoulaye Wilane évite la polémique selon le maire de Kaffrine. L'heure est plutôt au débat politique et à la mise en œuvre de programmes convaincants pour les électeurs. Abdoulaye Wilane s'est exprimé après la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Nous l'écoutons. Le nombre de candidatures pour le moment proclamées mérite d'être analysé. Pour la première fois, nous allons à une élection présidentielle sans un candidat issu de la gauche traditionnelle. Pour la première fois, nous allons à une élection sans un candidat issu de l'UPS-PS, même si par ailleurs le PS a investi Macky Sall. Pour la première fois, nous allons avoir une élection sans que les constellations issues du PS aient un candidat. De même, le PDS en tant que parti structure n'a pas de candidat. Le PDS en tant que parti, le peuple de Sopi, le peuple de gauche, le peuple socio-démocrate n'a pas de candidat. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant pour l'analyse. Maintenant, tout sera dans les programmes. Malheureusement, au moment où la majorité présidentielle faisait la promotion d'une perspective collective, les candidats de l'opposition, recalés pour la plupart d'entre eux ou retenus pour la minorité, en tout cas en termes de nombre de candidats ou d'individus, ils n'avaient pas mis en avant une perspective collective, ils avaient mis en avant une perspective individuelle.
L'Union nationale des consommateurs du Sénégal aspire à une modernisation de l'économie sénégalaise, une modernisation qui, selon l'Union, passe forcément par des changements de paradigme dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs de la distribution, de l'immobilier ou encore du transport. Ils ont donc fait cette déclaration lors d'une conférence de presse. Aïssatou Paye y a assisté. Les détails. Ils se mobilisent, ils veulent des changements concrets dans les secteurs du transport, de la petite distribution, de l'habitat social et dans tant d'autres. Les rendre modernes, une impérieuse nécessité, comme ils le soulignent dans leur déclaration. Il fallait d'abord s'attaquer au problème de transport des marchandises, qui regroupe presque tous les aspects négatifs. Il y avait des pousse-pousse, ensuite les charrettes, ensuite les motos Jakarta avec des sacs qui traitent par terre. Et bon, notre union s'est investie pleinement avec des associations constituées qui sont ici présentes pour essayer de moderniser ce secteur. D'abord, en essayant d'imposer les tricycles à la place de tous ces moyens rudimentaires que je viens de citer. Un autre problème soulevé, celui du loyer. L'État avait mis en place un décret pour essayer d'alléger le fardeau. Mais je l'ai dit dans la déclaration, il y a eu un contournement très habile de la part de ces bailleurs et des secteurs organisés qui évoluent là-dedans. Ce qui fait que, bon, on revient à la case départ. Alors, vous avez beau avoir un salaire de 400, 500, 600 000, si le loyer est calculé sur l'indice de la fourchette des salaires, mais vous mettez plus de la moitié dans votre loyer. La lutte contre la vente illicite des médicaments et les faux médicaments, la modernisation du secteur de la petite distribution, autant de problématiques soulevées par l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Allez, parlons à présent de cette marche des populations de Médina Findifé. Elles réclament entre autres l'autorisation d'occuper une partie de la forêt classée de leur localité, un barrage anti-sel. Préoccupées par les accidents de la route qui surviennent dans la commune, ces populations préconisent l'aménagement de dodanes pour ralentir la vitesse des véhicules. Elles se sont confiées à Bakary Conté, reportage. Elles ont sillonné les différentes rues du village de Médina Findifé. Dans ce village, il y a plus d'espace pour l'agriculture et même pour les habitations. Le sel a tout emporté. Vous-même, vous étiez rendu au fleuve. Vous avez vu que l'avancée du sel, le sel a envahi les rizières. Actuellement, on n'arrive pas à gagner beaucoup de riz. Et vous avez vu les manguiers et les orangers qui mouraient au bas. Et au bas aussi, vous avez vu les bâtiments qui sont tombés. Donc le sel a envoyé presque la quantité du village. Médina Findifé sollicite. La forêt classée est en face du village. La nuit, les serpents attaquent les populations. Nous demandons au président de la République par décret octroyer une partie de la forêt aux populations pour l'agriculture. Les accidents sont monnaie courante dans ce village. C'est la nationale de Koldala, les accidents sont fréquents. En 2018 même, il y avait un accident. Un homme est mort en cours de route vers Sitaba et un camion est tombé avec son sable de bétain ici. Donc il y a pas mal d'accidents, des accidents qui ont causé des morts d'hommes. Donc on réclame des ralentisseurs. Les habitants très en colère réclament aussi de l'électricité et un forage. Le village de Médina Findifé est situé à moins de 3 km de Djendé. Donc jusqu'à présent, depuis l'année 2013, on est programmé dans l'électricité. Jusqu'à présent, rien n'est vu. Construite en 1970, la case de santé ne fonctionne plus. Médina Findifé était l'un des premiers villages qui avait la case de santé dans la commune de Djendé depuis les années 1970. Mais jusqu'à présent, la case reste infonctionnable. Médina Findifé, situé dans la commune de Djendé, promet de remettre ça si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Allez, parlons sécurité à présent avec le préfet de Linguère, Salif Ba, qui invite les conducteurs de moto Jakarta au port du casque. Salif Ba demande également à la gendarmerie d'appliquer la loi tolérance zéro pour mettre fin aux accidents, aux nombreux accidents causés par les deux roues. Ces propos sont recueillis par Modoumbaya. Nous avons constaté qu'il y avait de réels problèmes en ce qui concerne la sécurité dans le département de Linguère, parce qu'il y a beaucoup de motos Jakarta et leurs conducteurs ne disposent pas de casque. Aux conducteurs de motos Jakarta, en tout cas, de porter maintenant régulièrement les casques, et ainsi les passagers seront eux aussi sécurisés.
Donc ça va contribuer grandement en tout cas à la sécurité du transport et des conducteurs de moto Jakarta d'abord et des passagers en particulier, des élèves du nouveau lycée, puisque n'oublions pas que le lycée se trouve sur la route nationale. Nous les avons d'abord invités à porter régulièrement des casques, les casques il faut les porter régulièrement, mais nous allons donner des instructions fermes aux éléments de la gendarmerie pour qu'ils appliquent la tolérance zéro. Et il est à présent l'heure d'accueillir notre invité, l'invité du 20h. Je rappelle qu'il s'agit du colonel Dr Alioune John, directeur des systèmes informatiques douaniers. Le prétexte, bien sûr, de cette invitation, c'est un séminaire de présentation et de partage d'un nouvel outil de dématérialisation des procédures que vous appelez Gainé Intégral. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je rappelle qu'il y a déjà 8 ans, on va dire en 2011, vous proposiez, la douane proposait déjà une nouvelle version de Gainé qui existe, il faut le dire, depuis les années 90. Première question, quelle est peut-être la différence entre Gainé et Gainé Intégral? Je vous remercie, madame Cissé, pour cette question. Vous me permettrez avant toute chose, en ce début de nouvel an, de vous souhaiter déjà une bonne et heureuse année 2019 à l'ensemble de vos téléspectateurs, mais aussi à l'ensemble du peuple sénégalais. Alors, quelle est la différence entre la version Gainé et l'actuelle version? Elle réside à différents niveaux. Déjà, l'ancienne version nous permettait de commencer la dématérialisation. Parce qu'il s'agissait, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de services de la douane a toujours voulu évoluer et elle a voulu toujours faire de telle sorte que le meilleur service soit rendu à l'usager. Et de ce point de vue, l'ancienne version commençait par l'automatisation d'une partie du dédouanement, en permettant de ce point de vue d'améliorer significativement la qualité des services, mais surtout de faire de telle sorte que l'usager ne se déplace pas. Avec la nouvelle version, on est dans une nouvelle logique, parce que justement avec cette nouvelle version, on entre dans l'ère de la dématérialisation. L'absence de papier et de faire de telle sorte que l'usager ne se déplace plus et que les coûts soient réduits et de telle sorte également que cette offre de service soit améliorée de la façon la plus positive. C'est une vraie révolution pour reprendre vos propos, hein, l'idée étant de permettre, comme vous l'avez dit, aux usagers de faire leur opération à partir de leur bureau ou de leur maison sans avoir à se déplacer ni utiliser le papier. Mais la première version de Gainé a-t-elle été réellement évaluée? Est-ce que vous avez obtenu des résultats probants? Est-ce qu'il y a eu plus de célérité dans le traitement des dossiers? Alors, il faut simplement rappeler que la première version de Gainé a été mise en place en 1990. C'est toujours ce pari technologique, ce pari que la douane fait pour améliorer significativement la qualité des services. Et justement, à partir de 1990, une option a été prise d'aller résolument vers la dématérialisation. Donc nous avions fait avec nos partenaires, les commissionnaires en douane, les transitaires, de façon très graduelle. Et à chaque étape, on s'arrêtait, on faisait le bilan ensemble, on regardait ce qui marche, ce qui ne marche pas, on corrigeait ce qui ne marche pas. Mais justement, à propos de ce bilan, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, nous avons senti, les utilisateurs nous ont demandé à un moment donné de travailler plus dans la gestion du changement. Parce qu'effectivement, les nouvelles technologies, c'est une rupture. Les utilisateurs sortaient de leur zone de confort pour utiliser ces technologies-là. Il est évident qu'il faut beaucoup de pédagogie, qu'il faut beaucoup de discussions pour qu'en définitive, que ces usagers s'approprient ces technologies-là. C'est pourquoi, justement, nous organisons cette journée-là pour toujours, dans cette gestion du changement, faire de telle sorte que l'usager soit dans son confort, soit dans les meilleures conditions pour un usage optimal de ces technologies. Alors, autre point, c'est le coût. À travers Gainé, la douane visait la réduction des coûts, il faut le dire, aussi bien du côté de l'administration que celui des usagers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Sénégalais paye moins cher pour dédouaner sa marchandise, son produit? Alors, il y a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, vous l'avez rappelé, c'est la réduction des coûts, mais il y a également un autre objectif qui est la réduction du temps de passage. Alors, sur la réduction du coût, il va sans dire que cette réduction s'est opérée, ne serait-ce qu'en prenant un exemple. Avec la dématérialisation, l'usager n'est plus obligé de se déplacer. C'est des systèmes qui dialoguent, qui discutent et qui permettent de prendre le document, de les router, et le contrôle est fait par la douane sans que l'usager n'ait besoin de se déplacer. Vous devinez avec, en tout cas, ce confort qu'on offre à l'usager, il va sans dire qu'il y a une réduction importante de la notion de coût. Et le deuxième élément, c'est le temps de passage. Ce sont d'ailleurs des critères du doing business. Et de ce point de vue, le temps de passage, avec la dématérialisation, on est passé de 3 jours
depuis l'enregistrement de la déclaration, depuis l'enregistrement du manifeste jusqu'à la délivrance du bon à enlever, c'est-à-dire la libération des marchandises. Avant la dématérialisation, on était à 3 jours et avec la dématérialisation, on est passé à 1 jour. Alors, un maître mot dans ce processus de dématérialisation, c'est également la formation. D'ailleurs, vous organisez de manière récurrente des séminaires, un séminaire de partage avec la nouvelle version Gaïné intégrale, une manière certainement de mettre votre personnel et les usagers aussi à niveau. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de professionnels de la douane, je veux dire, formés en la matière à l'échelle nationale? Alors, à l'heure actuelle, on est à plus de 2365 utilisateurs qui sont formés. Alors, Gaïné, notre application, c'est 700 connexions par jour, c'est 2300 utilisateurs. Ça veut dire qu'on a formé tous les acteurs. Mais non seulement nous formons les acteurs au niveau de Dakar, mais également nous formons les acteurs au niveau des régions. Parce qu'il faut rappeler aussi que la douane est dans ce qu'on appelle une démarche de douane de proximité en application de l'acte 3 de la dématérialisation et du PSE. Et de ce point de vue, ce que nous voulons, c'est que l'usager, où qu'il se trouve, puisse dédouaner de la façon la plus rapide. C'est pourquoi non seulement nous formons les usagers de Dakar, mais pour accompagner la connexion des unités, on a connecté les unités au nord, au sud, Matam, Gourel, Omarli, etc., au nord, au sud, au centre. Donc pour accompagner cette politique-là, nous formons également les usagers. Nous avons formé les usagers, les agents des douanes et les commissionnaires de douane de la zone nord. Nous les avons formés au niveau de la zone centre, au niveau de la sud-est. Donc, c'est une action continue, une action permanente qui permet une appropriation et une utilisation la meilleure possible de ces nouvelles technologies. Dernière question, la contrefaçon, il faut le dire, un phénomène en augmentation constante. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné, le secteur alimentaire, le secteur médical, même avec des faux médicaments, est frappé de plein fouet par la fraude. Le rôle de la douane, c'est aussi, excusez-moi, d'assurer la sécurité des transactions, la place de la lutte contre la fraude dans Gaïné intégrale. Alors, c'est une place essentielle, mais je voudrais peut-être élargir la question d'une perspective plus globale. Quel est le rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon? Et à cette question-là, je répondrai que ce rôle-là, il est central. Parce que la douane, déjà, elle est présente aux frontières et en tant que telle dispose du renseignement. Vous savez, pour lutter contre ces phénomènes criminels, la contrefaçon et les autres, il faut disposer du renseignement. Et à cet égard-là, grâce à sa coopération internationale, mais aussi à la coopération entre les forces de défense et de sécurité. Nous avons une étroite collaboration avec la gendarmerie, les eaux et forêts, toutes les forces de défense et de sécurité. Ça nous permet de disposer déjà du renseignement pour agir en temps utile. Premier élément d'information. Premier élément. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est en fait cette organisation que nous avons avec les forces de défense et de sécurité. Par exemple, dans la zone sud, nous avons une structure fluvio-maritime qui nous permet d'intercepter, on mutualise les moyens et ça nous permet d'intercepter à travers les bolongs, les courants de fraude, mais également de contrefaçon. Et troisième élément également, c'est la mise en œuvre, disposition technique, notamment des bases de données. Nous utilisons la base de données de l'Organisation mondiale des douanes, qu'on appelle IPM, et nous avons aussi en interne, nous avons mis en place une base de données qu'on appelle le FINID, le Fichier national des informations douanières, qui nous permet de regrouper et d'organiser les actions autour pour combattre ce phénomène, ce fléau des temps modernes qu'est la contrefaçon, mais au-delà de tous les phénomènes criminels. Merci beaucoup, en tout cas, colonel Dr Alioune John. Donc, je rappelle donc ce séminaire de présentation et de partage d'un nouvel outil de dématérialisation des procédures que vous appelez Gaïné Intégral, un séminaire qui démarre ce jeudi 17 janvier. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais peut-être profiter de cette opportunité pour inviter tous les acteurs portuaires, les commissaires en douane, les consignataires à venir nombreux partager avec nous vraiment les innovations qui ont été apportées dans le cadre de cette nouvelle version pour cette journée du 17, comme vous l'avez rappelé. Je vous remercie. Merci beaucoup. 400 millions plutôt, c'est l'enveloppe dégagée par la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes pour la région de Thiès. Et c'est pour financer des projets structurants tels que l'élevage, la pêche ou encore la transformation de produits locaux. Le préfet Mamadou Dia a informé à l'occasion de la cérémonie de remise de financement des femmes et des jeunes de la capitale du rail. Et le compte-rendu est signé Chartidiane John. La délégation à l'entrepreneuriat rapide à Thiès, à la place Mamadou Dia, ex-place de France. Sous cette tente, des hommes âgés au plus 40 ans et des femmes de toutes tranches d'âge, tous porteurs de projets. Ils sont la cible de l'ADER. Je suis un jeune sénégalais et je fais partie d'une coalition nationale pour l'emploi des jeunes qui est une coalition de 6500 membres qui est dirigée par un jeune
qui s'appelle Ousmane Ba. C'est à partir de cette coalition, mon projet, un multiservice pour employer des gens, être un employeur. dama gis ne léegi pressing fii dafa am rendement en plus ak hôtel yeeg tout ça te léegi ñu bëri fóotlootuñ seen yére yi ci kër gi souvent nañ ko yóbbu pressing ba te pressing dafa bëri frais. 30 milliards de francs CFA par an pour les femmes et les jeunes. C'est quelque chose qui est inédit. Cela veut dire que ça confirme la vision, la générosité et aussi l'empathie du chef de l'État, le président Macky Sall, pour accompagner ces femmes et ces jeunes. À l'occasion de la cérémonie de remise de financement, le ministre de la Femme interpelle les bénéficiaires sur l'utilisation des ressources. Je félicite l'ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires des financements et les appelle à une utilisation judicieuse des ressources ainsi mises à votre disposition et au respect de l'ensemble des obligations y attachées. L'ADER n'a aucune coloration politique. Tous les porteurs de projets sont logés dans la même enseigne. ñi ñuy bu ñu koy traité ma samba wala ma demba fii la bokk wala fee la bokk bii parti la bokk wala bee parti la bokk du loolu la ñu sant fii si région de Thiès li nga xam ne moom loo ñu jagleel mooy ñaari milliards francs CFA. Nous avons 30 milliards. Nous travaillons à identifier ces jeunes et ces femmes du Sénégal sans distinction politique. C'est-à-dire, nous ne regardons pas qui fait partie du parti du président de la République, la paire. Nous ne regardons pas qui fait partie du Réumi. Nous ne regardons pas qui fait partie du PS, ni du PDS, etc. Nous finançons les femmes et les jeunes sur l'ensemble du territoire national qui ont des projets dans tous les secteurs de l'économie, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'économie numérique, l'artisanat, le tourisme, etc. L'année 2018, dans la région de Thiès, l'ADER a injecté 2,4 milliards pour le financement des projets structurants tels que le commerce, l'élevage, l'agriculture, entre autres, selon le délégué général de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Pape Amadou Sarr. Et puis vous avez sans doute rectifié par vous-même, il s'agissait là d'une enveloppe de 2,4 milliards remise donc au niveau de la place Mamadou Dia qui, vous l'avez vu, a refusé du monde à l'occasion de cette cérémonie de remise de financement aux femmes et aux jeunes par la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Hors de chez nous, la Cour pénale internationale a acquitté et ordonné ce mardi la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien et l'ancien chef des jeunes patriotes, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Toutefois, le procureur qui a contesté leur mise en liberté peut faire appel de la décision lors d'une audience prévue ce mercredi. Et pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le récit est signé Aminata Mbaresso. La décision est tombée comme un coup de tonnerre. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés de toute charge par la Cour pénale internationale. Et pourtant, Laurent Gbagbo a passé 7 années à la haie. L'ex-président ivoirien et son ex-ministre de la Jeunesse, leader des jeunes patriotes, étaient jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité suite aux violences post-électorales de 2011. Un procès, 80 témoins, 2 ans de jugement, la Cour pénale finit par avouer qu'elle est incapable d'apporter les preuves de la culpabilité des accusés. À la suite de la décision du juge, le procureur a demandé le report de la séance jusqu'au mercredi. Peut-être qu'il fera appel. Un échec de plus pour la Cour pénale internationale d'après certains observateurs. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été arrêté dans sa résidence présidentielle en avril 2011 avant son transfert vers la prison de Korogo. Le 23 juin 2011, le procureur de la Cour pénale internationale demande l'ouverture d'une enquête sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à la Haye avant la tenue de son procès en janvier 2016. Aujourd'hui, janvier 2019, il est acquitté de toute charge pesant sur lui et son allié Charles Blé Goudé. Et l'acquittement prononcé par la CPI en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après 7 ans d'emprisonnement, un fait prévisible selon Maître Hassan Diomandiaye. Le président de la Ligue des droits humains, la Ligue sénégalaise des droits humains, affirme que les preuves présentées par les victimes n'étaient pas suffisantes pour légitimer leur condamnation. Nous l'écoutons au micro de Pafaraning. La Cour pénale, depuis un certain temps, cherche à concilier cet équilibre, faire en sorte qu'aucune personne ne puisse être condamnée en deçà du doute raisonnable, mais évidemment cela
peut paraître incompréhensible pour des milliers de victimes qui ont soif de justice. Mais je crois que la Cour s'inscrit dans une optimalisation du respect des droits de la défense, de la présomption d'innocence. Et chaque fois qu'elle n'est pas convaincue de la culpabilité d'une personne, on a vu déjà pour Jean-Pierre Bemba, et maintenant c'est le cas de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, et ça doit être de mon point de vue un exemple pour nos justices nationales, à savoir quelle que soit la gravité des faits, la justice doit être au-dessus de la mêlée et ne prendre en tout cas une décision de culpabilité qu'en fonction des éléments du dossier. Allez, un mot sur cette manifestation survenue cet après-midi au siège de Bokk Gis Gis, la rencontre de C25 au siège de Bokk Gis Gis qui se serait terminée en queue de poisson cet après-midi sur la VDN. Des échauffourées entre militants et leaders de l'opposition, et selon un confrère de la RFM qui y a assisté, eh bien, les militants disent en avoir marre des leaders politiques toujours calfeutrés dans des salles pour des réunions à n'en plus finir. Ces militants veulent voir leur leader plutôt descendre dans les rues au lieu de passer leur temps dans les bureaux. Voilà qui est dit. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.